Bonjour et bienvenue à une courte présentation du Bureau du directeur parlementaire du budget du Canada concernant l'assainissement des sites contaminés fédéraux du Canada. La section 79.2D de la Loi sur le Parlement du Canada stipule que le mandat du DPB est d'évaluer le coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement à la demande de tout comité parlementaire ou de tout membre de l'une ou l'autre chambre du Parlement. En vertu de cela, il a été demandé au directeur parlementaire du budget d'estimer le coût financier de l'assainissement des sites contaminés dont le gouvernement fédéral a la responsabilité, ainsi que de comparer cet estimé au passif rapporté dans les comptes publics du Canada. Il importe de signaler que ces résultats sont une estimation. Le coût réel de l'assainissement des sites dépendra de la mesure dans laquelle demeureront valables à l'avenir les caractéristiques actuelles de l'évaluation et de l'assainissement des sites. Suite à notre analyse approfondie, nous estimons que le coût total de l'assainissement des sites contaminés sera d'approximativement 3,9 milliards de dollars, soit 2,1 milliards de dollars de plus que le passif rapporté dans les comptes publics. Nous discuterons des détails dans un moment, mais pour l'instant, il est pertinent de préciser que cet estimé de 3,9 milliards de dollars n'inclut pas le passif de 3,1 milliards de dollars associé aux 6 plus grands sites, ni les 200 millions de dollars qui sont sous le contrôle des sociétés d'État ou d'autres entités. Mais parlons d'abord de ce qu'est un site contaminé. Dans sa plus simple expression, un site contaminé est une superficie de terre ou d'eau touchée par des déchets toxiques ou la pollution. Les contaminants peuvent provenir de diverses sources. Ils peuvent être le résultat de l'activité minière, comme c'est le cas avec la mine Giant, ou de l'arsenic était stocké sous terre sans qu'il n'y ait de mesures adéquates pour son confinement. Ils peuvent aussi provenir de déversements de produits pétroliers ou de déchets combustibles. Enfin, ils prennent aussi la forme de déchets radioactifs, comme c'est le cas à Port Hope, en Ontario. Bref, le contaminant peut être n'importe quoi, d'un hydrocarbure qui a fui dans le sol à un générateur défectueux ou aux métaux lourds d'un dépotoir de munitions non explosées. La définition technique d'un site contaminé est un endroit où les contaminants existent en concentration. Premièrement, supérieurs au niveau naturel et qui posent ou peuvent probablement poser un risque immédiat ou à long terme à la santé publique ou à l'environnement. Deuxièmement, qui dépassent les niveaux spécifiés dans les règles et les lois. Normalement, au fil du temps, les sites contaminés sont assainis. Cela veut dire qu'il y a un processus d'inversion ou d'arrêt des dommages causés par des déchets toxiques ou la pollution envers la santé publique et l'environnement. L'assainissement peut prendre plusieurs formes. L'élimination complète des contaminants, aussi connue comme la méthode traditionnelle de l'enlèvement de la terre, l'adoption de techniques permettant de neutraliser les contaminants, l'installation de parois imperméables qui permettent de confiner les contaminants, ou enfin, l'atténuation des risques, ce qui peut être aussi simple que de poser une clôture autour du site pour en restreindre l'accès. Le gouvernement fédéral rend compte du passif de l'assainissement des sites contaminés du Canada sur une base annuelle dans les comptes publics. Le passif est ainsi reconnu par le gouvernement selon les normes comptables pour le secteur public. Ces normes indiquent quand le passif des sites contaminés devrait être reconnu. Au terme de la PS 3260, le gouvernement fédéral devrait reconnaître un passif à l'égard d'un site contaminé lorsque des normes environnementales existent, la contamination excède les normes environnementales, le gouvernement est directement responsable ou accepte la responsabilité, il est prévu qu'on renoncera à des retombées économiques futures, et enfin, il est possible de faire une estimation raisonnable du montant. Pour que le gouvernement reconnaisse le passif, tous ces critères doivent être satisfaits. Comme nous l'avons déjà montré, le passif rapporté au Parlement dans les comptes publics est inférieur à l'estimé des coûts fait par le directeur parlementaire du budget. Cela tient à 3 raisons. D'abord,
L'estimé du directeur parlementaire du budget inclut les coûts pour les sites qui n'ont pas été évalués et ceux qui n'ont pas été complètement évalués. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, les normes comptables pour le secteur public ne prennent en considération que les sites pour lesquels il est possible de faire une estimation raisonnable du montant. Si le gouvernement n'a pas évalué un site, par définition, une estimation raisonnable du montant ne peut être faite et donc, le passif ne peut pas être enregistré. Ensuite, l'estimé du directeur parlementaire du budget inclut les coûts pour les sites qui sont encore à identifier. Le DPB a projeté le nombre de sites susceptibles d'être ajoutés à l'inventaire des sites du gouvernement fédéral. Les normes comptables pour le secteur public ne requièrent pas du gouvernement qu'il ajoute au compte public les sites qui n'ont pas encore été identifiés comme tels. Enfin, l'estimé du DPB prévoit des augmentations de coûts pour les sites en cours d'assainissement. Cela est dû au fait que l'analyse du DPB indique que le passif rapporté dans les comptes publics pour plusieurs sites contaminés augmente au fil du processus d'assainissement. À cause de cela, leur valeur a dû être augmentée au moyen de méthodes statistiques. Avant d'aller plus loin, regardons rapidement, dans les grandes lignes, le passif environnemental du gouvernement fédéral. Les 10,6 milliards de dollars que le gouvernement fédéral a inscrits au compte public afin de satisfaire à ses engagements environnementaux peuvent se diviser en deux groupes. 5,7 milliards de dollars sont réservés pour la restauration future des immobilisations et 4,9 milliards sont alloués aux sites contaminés. La restauration future des immobilisations sert au passif reconnu du déclassement des installations nucléaires du Canada. Ceci n'est pas inclus dans l'estimation du coût du DPB. Les sites contaminés se subdivisent en quelques groupes différents. D'abord, il y a ce que nous appelons les 5 grands sites. Cela inclut la mine de Faro, la mine Coalomac, la mine Giant, la ligne Dew de Cape Dyer et la base aérienne de Goose Bay. Le deuxième groupe se rapporte au site de Port Hope en Ontario, qui contiennent des déchets radioactifs de faible activité. Finalement, l'inventaire, qui contient 10 845 sites ouverts, situés un peu partout à travers le pays. Ces sites sont ou bien en assainissement ou en attente d'être assainis. Ce sont les sites de l'inventaire général. Le passif rapporté dans les comptes publics pour l'assainissement de tous les sites contaminés se chiffre actuellement à 4,9 milliards de dollars. La ventilation de ce chiffre, en fonction des groupes que nous venons d'identifier, se fait comme suit. 1,8 milliard pour les 5 grands sites, 1 milliard pour les sites de Port Hope et 1,8 milliard pour les sites de l'inventaire. Il y a aussi 200 millions de dollars inclus dans le 4,9 milliards pour des sites qui ne figurent pas à l'inventaire. Pour ceux parmi vous qui calculent rapidement, j'aimerais anticiper votre question et préciser que les chiffres sont arrondis. Nous avons décidé que notre estimé serait sur le coût total associé au site de l'inventaire général. Nous avons décidé de ne pas estimer le coût des 5 grands sites ou de Port Hope en raison de la grandeur de l'échantillonnage. En effet, il est difficile d'estimer le coût d'assainissement de ces sites étant donné leur caractère unique, ce qui rend les outils statistiques difficiles, voire impossibles à utiliser. L'information qu'il contient à propos des sites est utile pour estimer les coûts. Il présente des détails pertinents tels que le total dépensé jusqu'à présent sur les sites, les attentes en termes de dépenses futures, soit le passif, la classification du site et où en est rendu l'assainissement des sites. Nous reparlerons plus tard de la classification des sites. Il est important de mentionner que le DPB n'est pas la première entité à s'engager dans une telle évaluation des coûts. Le programme américain Superfund, qui inclut quelques-uns des pires sites contaminés dont le gouvernement américain est responsable, a été calculé par le Bureau du budget du Congrès américain, le CBO, en 1994 et par Resources for the Future, un groupe de réflexion américain, à la demande du Congrès américain en 2001. Pour ceux qui veulent en savoir plus,
Le rapport du CBO est disponible en ligne sur leur site web et l'analyse de Resources for the Future a été publiée dans un livre. Ce livre présente d'ailleurs plusieurs informations détaillées à la fois sur le programme Superfund et sur la méthodologie employée pour l'évaluation du coût des sites. J'en recommande fortement la lecture à quiconque aurait à faire une estimation statistique des coûts concernant les sites contaminés. Afin d'en faire l'analyse, nous avons obtenu une copie de l'inventaire des sites contaminés fédéraux de la part du secrétariat du Conseil du Trésor. L'inventaire est une base de données qui contient toutes les informations concernant chaque site contaminé. Cela inclut toutes les données annuelles de chaque site, tels qu'où en est rendu l'assainissement du site, le passif courant et le total des dépenses encourues pour l'assainissement et l'évaluation. Les sites contaminés dans l'inventaire vont des étapes 1 à 10, 1 représentant l'entrée dans le système d'un site et 10 lorsqu'un site est en suivi à long terme. Les sites sont aussi classés selon la phase 1, 2, 3 ou N. La phase 1 est considérée comme étant la pire, alors que la phase N ne requiert aucun assainissement. Évidemment, l'assainissement des sites classés 1 coûtera considérablement plus cher que les autres. Dans sa forme originale, l'inventaire possédait des informations annuelles, mais pas le total en cours sur plusieurs années. Afin de pouvoir déterminer les coûts au fil du temps, nous avons ajouté des champs supplémentaires dans la base de données pour chaque site, ajoutant le total en cours des dépenses pour l'assainissement et l'évaluation. En additionnant les dépenses faites jusqu'à maintenant sur un site et son passif, nous avons été capables de déterminer un estimé du coût total de l'assainissement d'un site présentement ouvert. En utilisant les totaux en cours, nous avons divisé les sites en fonction de leur phase, 1, 2 ou 3, et de l'année où ceux-ci ont commencé à être assainis. Nous avons défini chacun de ces groupes comme une cohorte. Nous avons ensuite employé les méthodes pondérées de chacune de ces cohortes pour déterminer la moyenne du coût d'assainissement pour chaque classe de site. En utilisant une méthode statistique nommée la régression logistique ordonnée, il est possible de classifier les 5547 sites qui ne sont pas encore. Aussi, nous estimons que 229 sites viendront s'ajouter à la base de données à l'avenir. Tout ceci est décrit en détail dans le rapport. Nous avons ensuite calculé le coût total de l'assainissement de tous les sites de l'inventaire général en employant le coût moyen estimé pour chaque catégorie de sites. Le point orange que vous voyez sur le graphique correspond au coût moyen de chaque phase. Le coût d'assainissement moyen estimé pour la phase 1 est de 2 millions de dollars. Cette valeur est de 280 000 dollars pour la phase 2 et de 64 000 dollars pour la phase 3. Dû à leur coût moyen relativement élevé, les sites de la phase 1 constituent le principal élément de cette estimation. Un point important concernant ces coûts moyens est qu'ils incluent les sites des phases 1, 2 et 3 qui sont fermés sans jamais avoir encouru de coûts d'assainissement. Si ces sites étaient exclus, la moyenne serait forcément plus grande. Afin de pouvoir compléter l'estimation, nous avons dû classifier des sites qui ne l'étaient pas, autant pour les sites qui figurent déjà à l'inventaire que pour ceux dont nous avons anticipé l'arrivée dans l'inventaire à l'avenir. Nous avons fait cela au moyen de la régression logistique ordonnée, telle que mentionnée plus tôt. Nous avons estimé le coût restant pour l'assainissement de tous les sites de chaque phase au moyen de simples équations arithmétiques. Nous avons multiplié le nombre estimé de sites dans chaque catégorie par le coût moyen estimé correspondant. Ceci nous donne un coût estimatif total restant de 2,9 milliards de dollars pour les sites de phase 1, de 870 millions de dollars pour la phase 2 et de 150 millions de dollars pour les sites de la phase 3. Nous pourrions déterminer de combien cela dépasse le passif rapporté dans les comptes publics en soustrayant le passif existant pour chacune des catégories.
Le résultat est un coût additionnel de 1,5 milliard de dollars, de 532 millions et de 111 millions respectivement. Une simple addition de ces trois valeurs, de laquelle il faut soustraire 62 millions de dollars qui sont déjà pris en compte pour les sites qui ne sont pas classifiés, nous donne l'estimation du DPB d'un coût additionnel de 2,1 milliards de dollars aux 1,8 milliard qui sont rapportés dans les comptes publics. Bien que nous n'ayons pas estimé le coût des 5 grands sites et de Port Hope, nous avons fait une analyse historique de ces sites pour voir s'il y avait des tendances pertinentes. D'abord, les 5 grands sites, soit la mine Faro, la mine Colomac, la mine Giant, la ligne Dew de Cape Dyer et la base aérienne de Goose Bay. De 2006 à 2013, nous pouvons observer que le passif total de ces sites a augmenté de 700 millions à 1,8 milliard de dollars, ce qui revient à parler d'une augmentation annuelle composée de 11,4 %. Cette augmentation du passif s'est produite malgré l'injection de 500 millions de dollars dans l'assainissement de ces sites pendant la même période. Donc, nous observons que le coût total estimé sur 8 ans a effectivement augmenté de 700 millions à 2,3 milliards de dollars. Compte tenu de cette tendance historique, il est probable que ces sites connaissent d'autres augmentations de coûts au cours des prochaines années. La tendance historique pour les sites de Port Hope dépeint une situation plus encourageante. Ici, nous pouvons voir que le passif déclaré a atteint un maximum en 2011 au niveau de 1,1 milliard de dollars et que, depuis, ce montant a diminué d'année en année au même rythme que les dépenses en assainissement. C'est d'ailleurs ce à quoi nous nous attendrions si tout fonctionnait conformément au plan établi. Cela va sans dire que c'est très différent de la situation des 5 grands sites où le passif ne cesse d'augmenter malgré les dépenses en assainissement qui sont faites chaque année. Alors, voilà qui nous amène à la fin de notre présentation. Avant de nous quitter, il est bon de noter que l'estimation des coûts que nous avons présentés ici n'inclut que les coûts d'assainissement pour les contaminants dont nous connaissons déjà l'existence et pour lesquels le gouvernement a de l'expérience. L'estimé ne fait pas état de nouveaux contaminants potentiels qui feraient augmenter n'importe quel estimé que nous pourrions produire. Un tel contaminant est le perfluorooctane. Il s'agit d'un produit chimique qui était utilisé avant 2002 dans les mousses extinctrices utilisées dans les aéroports, plus spécifiquement pour combattre les incendies de carburant d'avion. Il se trouve en fait que ce produit chimique a été retrouvé dans les eaux de nappes souterraines près de certains aéroports à travers le pays. Les plans d'assainissement de ce produit sont encore en train d'être développés et, par conséquent, le passif n'a pas été déterminé. Bref, lorsque le passif lié à l'assainissement des sites contaminés par ce produit sera connu, le coût estimé de l'assainissement dont nous faisions état ici augmentera.